Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Sur les droits de douane et ses discussions avec Donald Trump, tu t'interroges sur la stratégie canadienne versus la mexicaine. En fait, je constate que les Mexicains qui sont dans la même situation que nous agissent un peu différemment. Est-ce qu'au final, les résultats seront différents? Ils ont choisi de ne pas réagir, eux, systématiquement à chacune des déclarations, des fois de laisser un peu de temps. Par exemple, lundi, ils ont été relativement silencieux et aujourd'hui, on est dans un cas de figure qui est un peu différent puisqu'on a accepté du côté de Washington de suspendre les droits de douane sur tout ce qui est lié à l'industrie automobile, tant au Canada qu'au Mexique. Et il faut voir qu'au Mexique, c'est aussi un enjeu très, très, très important. Beaucoup de construction automobile qui se fait là-bas, un peu comme en Ontario chez nous. Et ils agissent aussi beaucoup en coulisses. Une chose, parce que tu parlais du yo-yo, alors effectivement, on est dans une espèce de yo-yo débile où du jour au lendemain, tu peux changer d'opinion sur des affaires qui sont aussi structurantes pour des entreprises qui ont des intérêts au Canada, bien entendu, mais aussi aux États-Unis. Il faut juste voir le cours à la bourse des titres des grands constructeurs automobiles hier pour voir que les décisions de M. Trump ne font pas mal qu'au Canada, mais peuvent faire vraiment mal aussi à des entreprises américaines. Et j'en étais à me dire, d'abord, est-ce qu'il faut systématiquement dégainer à chaque fois qu'il dit quelque chose? Parce que les choses sont, elles, mouvantes et continuellement. Deuxièmement, est-ce qu'il y a des gains en matière commerciale pour le Canada comme pour le Mexique, à donner en échange des menaces de M. Trump quelque chose de substantiel parce qu'il devient le seul juge et arbitre de ce qui le satisfait. Il n'y a pas une tierce partie qui dit « ben oui, vous vous êtes retrouvés à mi-distance, vous avez trouvé un compromis et sur la foi de ce compromis, on peut s'entendre puisque de toute façon, la signature des États-Unis, sinon même celle de M. Trump, en l'occurrence d'un traité de libre-échange qu'il a signé, n'est garante de rien. Donc, si c'est garant de rien, dans les circonstances, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt essayer de faire des grandes promesses symboliques, comme certains l'ont fait, peut-être jouer dans le sens du poil. Oui, on fait nos efforts, mais éviter de donner des morceaux, en tout cas, ou de s'engager sur des choses, sachant que ce qu'on va livrer sous la pression et sur la foi de menaces répétées de M. Trump seront peut-être jamais assez. Évidemment, ce que je dis ce matin, je peux présumer qu'au bureau du premier ministre, on y pense, mais je vois que les Mexicains ont une autre manière. Puis, comme je te dis, on verra si ils tirent mieux leur marron du feu. Il est censé y avoir une conversation entre Mme Sheinbaum, je pense, et Donald Trump aujourd'hui. Mais elle a annoncé déjà que sa réplique, là, sa riposte, donc les tarifs imposés par le Mexique, elle va faire une espèce de gros événement, spectacle quasiment dimanche sur la place centrale de Mexico, là, où elle va annoncer la riposte. Là. Mais même méthode, c'est-à-dire que on a choisi de se donner du temps, d'annoncer qu'il va se passer quelque chose, mais de ne pas préciser ses intentions. C'est-à-dire qu'elle a gardé quelques cartes avec elle. Et à terme, est-ce que ça fera la différence? J'en sais strictement rien. La seule certitude, c'est que, et ça a été beaucoup répété, on a tout intérêt à planifier pour le pire, parce que le pire, même s'il devient absurde pour l'autre principal intéressé, c'est-à-dire M. Trump, qui pour l'instant admet qu'il y aura des coûts d'ajustement pour les consommateurs américains, mais jusqu'à quel point ce seront des coûts marginaux. S'il fallait que les choses se mettent à dévisser, alors on pourra se réjouir que ça fasse mal aux Américains, mais en attendant, je pense que la seule préoccupation, c'est de contrôler les cartes qui sont entre nos mains, puisque la métaphore du jeu de cartes importe à M. Trump, et se préparer au pire, et surtout, encore une fois, mettre en place le plus rapidement possible. Bien évidemment, ça ne se fera pas du jour au lendemain, des solutions alternatives. Pour reprendre ton image de quelqu'un qui est en Beauce, si c'est vrai pour quelqu'un qui est en Beauce que c'est plus simple d'envoyer un client qui est dans le Maine ou même au cœur des États-Unis, c'est aussi vrai pour celui qui est dans le Maine ou au cœur des États-Unis de faire affaire avec quelqu'un qui est en Beauce ou en Saskatchewan, plutôt que de se poser des questions avec d'autres fournisseurs, quoique ces autres fournisseurs, s'ils sont en Europe ou ailleurs dans le monde, risquent d'être aussi taxés
que nous le serons, ou différemment. Mais au total, c'est toute la chaîne d'approvisionnement qui risque de coûter plus cher. Discours à la nation, discours majeur, le président Macron hier, donc il voulait s'adresser aux Français. Disons que quand on écoute le contenu de son discours, on n'est pas dans l'espoir de paix là, qui serait à portée de main dont parle quotidiennement M. Trump, là. Et où, à l'occasion, les Français, les Anglais et d'autres parlent de paix, mais je crois qu'à court terme, on retient surtout l'idée de la guerre. 64% des Français, dans un sondage qui a été publié hier, sont inquiets de ce que la guerre se déroule en territoire français. Je le répète, là, on pense ici, là où je suis présentement, les Français autour de moi sont majoritairement convaincus qu'il pourrait y avoir une extension de la guerre. Que la guerre en Ukraine va se transformer en guerre sur le territoire de l'Europe. Exactement. Et c'est ce que disait un peu M. Macron. Qui peut croire que la Russie va s'arrêter à l'Ukraine? C'est très sérieux. Pour les Européens, pour M. Macron hier soir, c'est le premier des leaders européens à avoir choisi de s'adresser directement à ses commettants, aux Français. Il y a une très grosse réunion aujourd'hui sur les enjeux de sécurité à Bruxelles, réunion à 27. Là, c'est plus cacophonique, c'est pas évident que tout le monde pense la même chose, mais M. Macron, donc hier, saisissait les Français, leur disait, c'est pas la première fois, mais nous sommes en guerre. Alors, c'est pas une guerre ouverte, elle n'est pas déclarée. C'est vrai que les Russes font de la déstabilisation, s'attaquent aux réseaux informatiques, aux infrastructures, ils font de la cyberguerre, font aussi de la désinformation. On peut penser que les Européens, comme les Américains, se défendent et aussi, à l'occasion, livrent cette guerre sur ce territoire-là, sur ce terrain-là, le cyberespace, ou dans le cyberespace. Mais la guerre avec des canons où il y aurait des soldats européens et russes qui en viendraient aux prises les uns avec les autres, c'est pas évidemment commencé. Sinon, il y a probablement en Ukraine déjà des Européens et des Américains qui jouent un rôle actif. Mais là, on parle vraiment de cette possibilité. Alors, on veut la décourager. C'est pour ça que les Européens disent il faut emprunter, il faut mettre notre industrie militaire à niveau. On parle dans un premier temps d'un emprunt de 800 milliards de dollars qui vont être créés ex nihilo. Ça vient de nulle part, on va l'emprunter d'une manière ou d'une autre dans un contexte où les finances publiques françaises, mais aussi européennes, sont assez difficultueuses, sauf peut-être pour les Allemands. Ouais. Puis, mais il faut parler quoi, de réarmement de l'Europe? Ben, on parle de ça, mais moi, je pose deux questions. D'abord, la première, le discours de M. Macron et des Européens, c'est que nous devons le faire parce que, l'heure est grave, la démocratie fragile est menacée. Or, il n'y a pas un citoyen européen qui a choisi un gouvernement qui applique un programme de réarmement. Ça aurait pu être fait au cours des dernières années. Ouais. C'est une menace qu'on voyait venir. Et là, du jour au lendemain, il y a 2 semaines, on ne parlait pas de ça. Du jour au lendemain, il y a une variable, les États-Unis qui apparemment pourraient prendre leur distance avec l'Europe. Mais du jour au lendemain, on est dans une situation où, toute affaire cessante, on se réarme. On parle maintenant d'investir 3,5%, 5% des PIB de ces pays-là dans l'industrie de l'armement. Et je repensais, moi, ce matin, en me réveillant, à une déclaration de Paul Valéry qui décrivait ce que c'est que la guerre. Puis je te la rappelle parce qu'elle est intéressante. C'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent mais se massacrent pas. Et on parle souvent des fabricants de canons. Et donc, je ne suis pas en train de t'annoncer que le programme, c'est de faire en sorte que les Européens se massacrent les uns les autres, sinon que ce massacre ait commencé à la ligne de front entre Ukrainiens et Russes, et que tu n'as pas un électeur, nulle part, qui a choisi de voter pour ce réarmement. Je pense que ça aurait dû être amorcé il y a longtemps, mais même en Allemagne, et je t'explique la culbute, elle est folle. Le chancelier qui a été nouvellement élu, M. Merz, dit il faut faire effectivement des emprunts, ce qui est très, très, très loin des habituelles manières de faire allemandes qui sont frugaux. Il dit il faut faire un emprunt pour nos infrastructures, mais aussi pour la défense. Mais il est tellement convaincu que ça va être difficile à faire adopter par le Parlement, où ça prend une majorité des 2/3, qu'on demande à convoquer l'ancien Parlement, où ses adversaires politiques, les sociaux-démocrates, beaucoup plus favorables à ce genre de dépenses, étaient beaucoup plus présents. Si on employait la grille électorale qui a emporté aux dernières élections, il y aurait l'AfD qui compte pour beaucoup, 20%, viscéralement opposé à la guerre. Tu as le parti du nouveau chancelier, c'est des chrétiens démocrates frugaux. L'essentiel du programme de celui qui a gagné, c'était pour dire ça nous prend de la discipline budgétaire. Et celui donc qui est aux commandes dit
J'aimerais ça que ça soit l'ancien Parlement, ce qui est tout à fait possible, parce qu'il n'y a pas de nouveau Parlement, qui vote sur une idée qu'on a eue, qu'on présente aux électeurs. Donc, le faire vite, avant que le nouveau Parlement soit constitué. Là. C'est quand même extraordinaire. Et je rappelle encore une fois qu'on est toujours en train de faire ça au nom de la démocratie. Et nouvel épisode de Contact avec un journaliste célèbre dont les positions actuelles sont pas toutes, font pas l'unanimité, là. Non, c'est évident. Mais en même temps, il faut juste voir que c'est intéressant parce que ça nous ramène à ces enjeux dans le contexte de la guerre. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire? Régis Le Sommier, ça a été pendant 20 ans une des grandes stars du Paris Match. Il a été aux États-Unis pour le Paris Match, le directeur adjoint de la rédaction. C'est un reporter de guerre qui a couvert à peu près toutes les grandes guerres des 25 dernières années, congédié par son magazine en 2021, qui a transité pendant quelques temps par Russia Today en France, qui aujourd'hui a fondé son propre média, qui écrit encore, qui est beaucoup entendu à CNews ici en France, et dont le début des problèmes commence quand il a accepté de donner la parole à Bachar al-Assad, quelqu'un qu'on acceptait de fréquenter, mais qui du jour au lendemain est devenu un méchant. Les Français l'avaient déjà invité officiellement. Bachar al-Assad, un gros scoop pour le Paris Match, mais là, les choses avaient apparemment changé. C'était en 2015 ou 16, si ma mémoire est bonne, on écoute. Ce qui m'a vraiment surpris, et je vous le dis vraiment du fond du cœur et du fond de ma conscience, c'est de m'en prendre autant plein la figure, simplement pour avoir tendu un micro à un dictateur. Je n'ai jamais contesté le fait que Bachar el-Assad était un dictateur. Je n'ai jamais... Avec du sang sur les mains. Bien sûr. Je n'ai jamais, dans mes écrits et dans mes questions, il suffit de les relire, été une quelconque façon indulgent avec Bachar el-Assad. Simplement, j'ai cherché dans cette interview à comprendre les motivations du personnage pour mener l'action qu'il menait. Et au lieu de juger les réponses de Bachar el-Assad à mes questions, au lieu peut-être de les critiquer, ce qui est tout à fait possible, et vu ses responsabilités dans cette guerre, certains confrères notamment, mais aussi des politiques comme Laurent Fabius, par exemple, qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque. S'en est pris, mais véhémentement oui, à vous. À moi. Et tout à coup, je me suis retrouvé dans une situation très désagréable, qui est que vous arrivez avec l'interview, tous vos chefs vous saluent, enfin, au départ. Et puis... il y a une désolidarisation. On voit que, vous savez, on avance, puis on se rend compte que on regarde à droite ou à gauche et il y a de moins en moins de monde. On finit seul, ben voilà, c'est en ligne à partir d'aujourd'hui. Et c'est d'aujourd'hui. Très intéressant. J'en doute pas. Hey, merci Stéphane, à demain.